Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette Actu du Geek, une spéciale Summer Game Fest et non Fist. Alors un private joke comme on dit en anglais, hein, pour ceux qui, mes abonnés qui me suivent et qui ont vu mes précédentes vidéos. Donc on va parler bien entendu de cet événement qui était assez intéressant. On va aussi parler de Elden Ring, le jeu tant attendu par beaucoup de fans, en particulier de From Software, vous savez, ceux qui ont fait Demon's Souls, Dark Souls. Et justement, j'aurai une petite réflexion là-dessus parce que je suis allé sur différentes chaînes suivre l'événement et j'ai vu que certains youtubeurs étaient très hypés par cette fin. Oui, mais attention, il ne faut pas oublier de qui ça vient, de quel éditeur ça vient. On va revenir aussi sur J.R.R. Martin qui a participé à l'univers de Elden Ring et on va finir aussi par parler un petit peu de Geoff Keighley, celui qui a créé finalement, qui porte cet événement, c'est-à-dire le Summer Game Fest. A tout de suite. Alors tout de suite, avant de commencer, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps ou depuis quelques vidéos et que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit rappel parce qu'au mois de mai, j'ai marché vraiment très fort, en particulier avec une vidéo, hein, la PS5 6 nanomètres. Évidemment, les deux reliés, ça a attiré beaucoup de monde. Et donc depuis, il y a un peu une diminution, donc profitez-en. N'hésitez pas à vous abonner pour relancer la machine, comme on dit, au mois de juin, avant l'été. Alors Geoff Keighley, ce journaliste canadien, qui est-il finalement? Ça m'intéresse parce qu'il est à la source de pas mal d'événements assez grandioses. Il est producteur par exemple du Game Awards et présentateur aussi du Game Awards. Et c'est lui qui est à l'origine du Summer Game Fest durant l'année 2020, l'année Covid, où l'E3 avait été annulé, rappelez-vous. Et du coup, il a décidé de le reconduire cette année encore et je pense qu'il le fera toutes les années. Alors c'est un journaliste très connu dans le monde vidéoludique. Mais c'est aussi un journaliste qui était un peu au cœur du Doritos Gate. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une affaire qui est arrivée en 2012 par Robert Florence, un autre journaliste. L'affaire ayant commencé en particulier sur une photo de Geoff Keighley qui présentait dans une publicité Halo 4. Et à côté, il y avait des Doritos, des paquets de Doritos et une marque de boisson de l'autre côté. Grosso modo, c'était de la vente de tous ces produits-là. Et pour un journaliste qui devait être, entre guillemets, indépendant, eh bien voilà, ça marquait un peu mal. Donc il y a toute une affaire qui s'est enchaînée là-dessus sur l'indépendance de la presse vidéoludique britannique en 2012, qui s'est d'ailleurs poursuivi plus tard en France. Alors moi, ce que j'ai à dire là-dessus, j'ai à dire qu'il faut que vous preniez évidemment du recul. Aucun journaliste et aucun présentateur, et même voilà, un commentateur de l'actualité comme moi, n'est totalement objectif. On est toujours subjectif. On a notre passif, on a ce qu'on apprécie et ce qu'on n'apprécie pas, et donc forcément ça influencera nos choix et nos votes. Et surtout que plus vous êtes au devant de la scène, plus vous êtes soumis à des lobbies divers et variés, des influences, des influenceurs qui vont essayer, des boîtes en l'occurrence, des boîtes de développement et d'autres acteurs du jeu vidéo qui vont essayer de vous influencer. Est-ce que vous résisterez totalement? Ce n'est pas sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Et quand vous lisez des articles ou que vous regardez des vidéos diverses et variées sur des jeux, et en l'occurrence sur des notations de jeux, sur des appréciations de jeux, ou de machines aussi, eh bien prenez un peu le recul nécessaire, regardez tous les avis, regardez aussi les avis des joueurs, évitez les haters, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui sont là pour juste bâcher Xbox ou PlayStation ou Nintendo parce qu'ils n'apprécient pas la marque, mais il y a des avis plus mitigés, des gens qui ont vraiment essayé des jeux sur les machines et qui vous permettront de vous faire votre propre avis. Voilà, c'était la petite parenthèse importante, ce qui n'enlève rien à Geoff Keighley entre guillemets, car il est l'initiateur de grands événements comme celui-ci, toujours intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans ce Summer Game Fest? On a commencé à voir par exemple un jeu de Gearbox qui a fait Borderlands en l'occurrence, et là ils ont fait Wonderlands. Donc c'est une reprise avec un personnage, c'est Tiny Tina. Bon, c'est la prononciation à la française, hein, et Tiny Tina, donc c'était un personnage qui avait déjà été utilisé dans un DLC de Borderlands 2, Assault on Dragon Keep, et donc elle revient au devant de la scène dans cette suite Wonderland. Donc c'est du RPG, Heroic Fantasy, tir à la première personne apparemment, hein, si c'est comme Borderlands, c'est un mélange un peu de tout, un peu déjanté. Les images qui ont été présentées étaient pas mal, mais comme toujours, il faut attendre bien entendu le gameplay de ce jeu, le test de ce jeu, les tests de ce jeu, pour se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que finalement ce n'est qu'une suite de plus. Hideo Kojima est apparu, et c'est assez intéressant, je vais dire pourquoi. Donc en fait, il y a Death Stranding va arriver sur la PS5, le Director Cuts, carrément, ça va arriver sur la PS5, on est dans le monde du cinéma là.
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Hideo, il est apparu donc sur un événement plutôt, on va dire Sony en l'occurrence, pour ce jeu-là en tout cas. Donc ça veut dire qu'il ne serait peut-être pas si fâché que ça, entre guillemets, hein, j'ai jamais dit qu'il était fâché, mais on avait vu peut-être une distance vis-à-vis de PlayStation, vis-à-vis de Sony, qui avait refusé son dernier jeu, visiblement. Et donc cet événement nous avait fait dire peut-être qu'il y aura un accord avec Microsoft, avec Xbox pour faire un jeu sur Xbox. Eh bien en tout cas, pour l'instant, vous voyez, il y a le Director Cut de Death Stranding qui va arriver sur PS5, donc les liens ne sont peut-être pas totalement coupé avec Sony. On a vu aussi Lost Ark de Smilegate, qui est un MMO, hein, donc un Massive Multi-Online Game en l'occurrence. Donc c'est un jeu online. On peut bien entendu y jouer tout seul, mais avec d'autres joueurs probablement. C'est un jeu où il y a 18 classes de personnages. C'est un jeu qui est déjà énormément joué ailleurs, sauf en Europe. Et bien il va arriver en Europe en septembre, ou en tout cas en automne 2021. C'est un hack and slash comme on l'appelle, c'est-à-dire un jeu où finalement on taille et on tranche des tonnes d'ennemis. Donc voilà, c'est un jeu bourrin, ne vous attendez pas à autre chose. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça vient de Amazon Game. Amazon Game qui prend une stratégie bien différente par exemple de Stadia de Google. Amazon, je vous rappelle, c'est Luna aussi. Luna, c'est le cloud. Et Amazon, ils ont des studios. Et oui, ils ont un studio par exemple à Santa Monica. J'en ai parlé à Santa Monica, en tout cas autour de Los Angeles. Il y a énormément de studios de jeux. J'ai fait une émission là-dessus. Et également à Montréal. Montréal, Ubisoft, n'oubliez pas, sont également à Montréal. C'est-à-dire qu'ils ont des studios, et ces studios-là ont travaillé sur ce jeu. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils proposent des nouveautés. Amazon est vraiment dans l'optique de proposer également des jeux, peut-être de futurs exclus pour leur cloud, entre guillemets, et leur cloud Prime Games, je vous rappelle, qui est avec le Prime, donc ça coûte pas énormément cher si vous avez le Prime. Vous avez également le Prime Game qui est inclus dans le Prime. Et bien le Prime Game s'étoffe de plus en plus de nouveaux jeux. Ça a l'air de rien comme ça, peut-être des anciens jeux, des jeux qui sont pas au top, pas des AAA par exemple, mais petit à petit Amazon grandit. Je vous rappelle toujours pareil, le cloud également accessible de partout. Sur le téléviseur, sur le PC, sur les tablettes. Donc Luna va prendre pour moi de l'importance dans les mois qui viennent. C'est un peu, vous savez, le loup dans le bois, c'est-à-dire que devant, il y a le xCloud, bien entendu, de Microsoft qui a vraiment un avantage, c'est-à-dire le Game Pass qui est avec. Il y a Stadia qui, bien entendu, est encore là. Il y a le GeForce, n'oubliez pas, de Nvidia. Mais Luna n'est pas loin non plus, et je pense que Amazon, je vous dis, ils sont dans les bois, ils attendent, mais ils pourraient bien décocher de belles flèches, en particulier grâce à leur studio de jeu. On a eu un petit coucou de Jeff Goldblum, que j'adore, bah vous voyez, c'est un acteur que j'aime beaucoup, il est assez, on va dire, il a un humour un peu sarcastique, vous voyez, il a quelque chose dans le regard d'assez pétillant, et il est venu présenter Jurassic World Evolution 2, bon c'est logique, hein, il a joué dans Jurassic, donc c'est Jurassic Park, donc voilà, il est venu présenter ce jeu-là, qui est de la gestion de dinosaures, de parcs de dinosaures. Donc il y avait déjà le premier jeu, et bien il est venu présenter la suite. Alors il y a eu de très nombreux jeux multijoueurs, c'est ça qui m'a un peu surpris, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeux multijoueurs. Il y a eu Chivalry 2 par exemple, il y a eu Painkiller, il y a eu Smite avec une version Stranger Things, donc ça c'était assez intéressant. Moi qui ai joué beaucoup à Smite par exemple, j'étais très intéressé, même si je ne reviendrai pas sur Smite. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeux multijoueurs quand même dans cette présentation, c'était même le cœur de cette présentation. Est-ce à dire que le marché se dirige de plus en plus vers le multijoueur, que les joueurs veulent du multijoueur de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de joueurs multijoueurs, et donc c'est ici que les maisons d'édition de jeux vont en particulier gagner de l'argent. C'est possible, c'est à voir, c'est-à-dire que le marché changerait un petit peu d'orientation. Le multijoueur a toujours existé, mais là j'ai trouvé que vraiment il était de plus en plus présent dans tous les jeux. Pour preuve, on a eu également l'éternel Call of Duty saison 4 qui a été présenté également. Mais ce n'est pas là le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre vient, bien entendu, de Elden Ring. Elden Ring qui a été présenté en toute finalité, des nouvelles images, non seulement des cinématiques, mais également visiblement du gameplay, ce qui était assez intéressant. Alors je suis très hypé par ce jeu. Moi je vous le dis tout de suite, moi qui ai fini Demon's Souls sur la PS5, bien entendu que je l'attends avec impatience. Et j'ai vu donc des youtubeurs étaient très hypés aussi, je ne dirais pas lesquels, mais par ce jeu, mais je dis attention, ne rêvons pas. Ça reste du From Software, c'est-à-dire que pour moi, il est clair que c'est du Die and Retry, et qui sera sans doute plus dur que Demon's Souls. Sekiro d'ailleurs, on m'en a parlé, je ne l'ai pas fait, mais on m'a dit que c'était quand même un niveau au-dessus par rapport à Demon's Souls, et même Dark Souls c'était un niveau au-dessus par rapport à Demon's Souls, ça veut dire que c'est encore plus difficile. Donc moi je le ferai, et j'irai jusqu'au bout, du moins je compte aller jusqu'au bout. On verra si j'y arrive. Demon's Souls, ça n'a pas été évident au début, mais vous avez vu que si vous regardez mes précédentes vidéos, bah à la fin, c'est allé très vite.
parce que j'avais le niveau suffisant, parce que effectivement, plus vous mourrez, plus vous apprenez, plus vous progressez. C'est un peu la différence avec un Returnal, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez des progressions, vous gagnez en expérience, en puissance, et donc vous pouvez aller plus loin, plus fort, plus vite. Donc je pense que ce sera la même chose pour Elden Ring, et donc certains peuvent être déçus parce que s'ils pensent que c'est un simple RPG classique où on va combattre entre guillemets des ennemis, je pense qu'ils auront des surprises, en particulier sur la difficulté. From Software pour moi restera From Software, c'est-à-dire aucun niveau de difficulté intermédiaire, c'est difficulté normale, point final, difficulté normale pour eux, c'est-à-dire assez difficile. Je tenais à préciser, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'était assez magnifique, c'est prometteur. Effectivement, J.R.R. Martin a amené peut-être sa patte, mais il y a d'autres créateurs artistiques qui ont dû amener aussi leur patte. C'est très fouillé artistiquement parlant, il y a de la recherche, il y a de l'innovation. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, visuellement parlant. On verra le jeu en lui-même lorsqu'il sortira, puisqu'il sortira début 2022. Petite notation sur J.R.R. Martin, assez intéressante. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Dès 2020, j'ai dit qu'il aurait probablement du mal à finir Winds of the Winter. La nouvelle intégrale qui doit sortir, 3 volumes, la 6, l'intégrale 6 du Trône de Fer, de Game of Thrones, en livre, je vous rappelle, qu'on attend depuis quand même 2011. Nous sommes en 2021. Alors c'est assez marrant parce que j'ai lu une interview de lui où il dit « Oui, bon, j'ai arrêté de donner des dates parce qu'il y a des trous du cul. » C'est ce qu'il a dit, désolé, hein. Il y a des trous du cul, on va dire, qui ont dit que voilà, à chaque fois que je sortais une date, eh ben, je ne la tenais pas et donc j'en ai marre de les entendre. C'est peut-être vrai, mon cher Martin, mon cher Georges, mais il est vrai que tu as commencé à donner des dates, je rappelle pour cette intégrale 6, depuis 2016. 2016, 2017, 2018, tu t'es arrêté ensuite, tu as redonné une date plus ou moins en 2020 en disant que ça allait arriver l'été 2020, ça n'est pas arrivé. Maintenant on est en 2021, est-ce que va sortir ton livre? D'après ce qu'on lit sur son interview d'ailleurs, il dit qu'il a écrit des centaines de pages en 2020, le Covid a été très entre guillemets profitable pour lui puisqu'il est resté chez lui, il a beaucoup écrit, peut-être, mais il dit qu'il y a encore des centaines de pages à écrire, ce qui est plutôt inquiétant. Je pense que l'intégrale 7, A Dream of Spring, on risque de l'attendre très longtemps. Voilà, c'était la petite anecdote. En tout cas, pour Elden Ring, eh bien apparemment il a terminé et c'est bien là l'essentiel pour nous autres joueurs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!